Maintenant, nous accueillons Djibril Diop, qui est chargé de cours ici à l'Université de Montréal et qui est aussi docteur en géographie et toutes ces choses. Ensuite, après la prestation de Djibril, je demanderai à tous les intervenants de la matinée de monter là, de monter sur scène et vous pourrez poser des questions et ouvrir un débat. Merci Michel. Tout d'abord, je remercie d'abord le doyen Alioune d'avoir accepté, puisque quand Michel est venu me voir pour me parler de ce projet, et le premier contact que j'ai eu avec lui dès le départ, il n'a pas hésité de me répondre positivement, avec tout son rang. Moi, franchement, je le dis un très grand merci pour avoir accepté dès le départ de nous suivre dans ce projet à maintenant et de nous accompagner aussi de ce qui va sortir de ces assises. Je remercie aussi Rémi, qui a été un cordon ombilical un peu par la suite avec les charges d'Alioune, puisque toute la connexion, c'est avec lui qu'on a continué. Et je n'oublie pas aussi les autres invités qui ont bien voulu accepter M. Combi et M. Troubillon. Malheureusement, Didier n'a pas pu être avec nous. Donc, remerciement d'abord à tout le monde d'avoir accepté de nous accompagner pour ce projet. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter là, notamment avec le projet qu'on est en train d'envisager avec l'ONU Habitat. Voilà, je vais un peu poursuivre par rapport à ce... Claire a présenté un peu un cas du Bénin, et moi je vais aborder le cas du Sénégal, notamment de Dakar, comme étude de cas aussi, à partir des éléments généraux que Alioune et Rémi ont présentés tantôt. Dakar, c'est un cas particulier. Je parle d'accès, mais aussi voir derrière la sécurisation foncière, bien sûr. C'est une petite île, presqu'île, qui n'est pas très grande, donc pratiquement moins de 0,30% de la superficie du pays, mais qui ressemble à peu près un quart de la population du Sénégal. C'est très important. Malheureusement, on a vu dans l'organisation de cette ville, il y a une logique coloniale qui a continué. On a essayé de concentrer l'essentiel de ce qui peut être, on peut dire, le Sénégal utile dans une partie, en oubliant la grande partie du pays. Donc, il y a une concentration extraordinaire de tout, à peu près simplement 18% de la partie utile du Sénégal concentre 80% de tout ce qui est richesse et population. Une forte concentration pour ce qui est de Dakar, une forte concentration de tous les réseaux. Et Dakar concentre à l'état actuel à peu près 54% de la population urbaine du pays, 55% du PIB, 46% des fonctionnaires sénégalais sont concentrés dans la capitale, 97% des salariés du commerce et du transport, et les emplois permanents surtout sont essentiellement concentrés à ça. Ceci fait que aussi tous ceux qui veulent avoir et qui n'ont pas d'autre occupation comme l'informel viennent se concentrer, se greffer à ce... et cela donne une situation de macrocéphalie où on a une petite presqu'île qui a l'essentiel de la population et le reste du territoire qui est complètement vide, avec toutes les conséquences si on se retrouve toujours ce qu'a dit le doyen Alioune tantôt. Donc, en voyant surtout du point de vue urbanistique, on voit que Dakar a évolué très très rapidement. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça s'accélère ces dernières années. Mais bien sûr, on dit que globalement en Afrique, l'urbanisation s'est un peu tassée après la grande dynamique, après les indépendances, 60-70. Mais beaucoup de pays encore, on voit que le taux d'urbanisation est très important. Pour le cas de Dakar, dans les 25 ans à venir, moins de 25 ans à venir, la population va doubler, avec tous les défis qui se posent actuellement à cette ville-là. Donc, c'est un élément qui est très important, notamment la question foncière. Donc, dans ce grand bouillonnement de l'évolution de cette ville, il y a complètement de la disparition des espaces agricoles qui étaient là. Donc, l'agriculture urbaine qui servait à nourrir aussi Dakar en produits frais est complètement en train de partir. Une disparition, ce qui est inquiétant aussi, les espaces verts. Je me rappelle, j'étais jeune, quand on était à Dakar, on avait énormément de petits espaces où on faisait le sport, le football, les après-midi à partir de 5 heures, mais on ne trouve plus ces espaces-là. Les espaces verts complètement sont en train de disparaître. Les petites places qui existaient aussi sont en train de partir. Une occupation anarchique qui prend de plus en plus de place avec l'occupation même des zones qui sont inconstructibles. On a vu avec les conséquences des inondations. Finalement, tout a été occupé.
Il y a d'autres éléments, c'est le déficit en services de base, un élément important. Dakar, il y a un déficit journalier de près de 70 000 mètres cubes d'eau. On ne parle pas d'électricité, on ne parle pas d'autres services, mais uniquement pour le service de l'eau. Quotidiennement, il manque. Parce que pour certains quartiers de Dakar, pour avoir de l'eau, il faut se réveiller à 2 heures du matin et veiller jusqu'à 4 heures. Entre ces 2 heures à 4 heures, si tu ne te réveilles pas, attends-toi, tu n'auras pas d'eau toute la journée. Un problème de mobilité, bien sûr, ces dernières années, ils ont essayé de faire avec l'autoroute, le péage et d'autres infrastructures urbaines en matière de transport, mais cela n'a pas empêché. Un autre élément inquiétant, c'est qu'on a enregistré ces dernières années, à peu près, il y a 25 000 logements qui manquent, et ça croît avec la population qui augmente. Ça ne s'arrête pas. Et un élément important aussi dans cette dynamique, c'est que l'habitat régulier, dans les années 80, dans le PDU de 1980, le plan directeur d'urbanisme de Dakar, on disait à peu près que l'habitat irrégulier représentait 35%. Mais ça n'a pas beaucoup évolué, puisque dans le dernier qui date de 2011, 2010 du moins, on dit qu'à peu près ça tourne autour de 20%, 21% d'occupation irrégulière à Dakar. Mais la réalité du terrain, c'est plus que ça. Les chiffres, quand on compare le territoire, on prend la cartographie de Dakar, on voit les zones qu'on peut qualifier encore d'occupation régulière, c'est tout un problème. Et pourtant, quand un observateur qui débarque à Dakar pour la première fois, il a l'impression d'être en contact avec une ville où tout le monde est riche. On a des infrastructures modernes qui sont là. On a des voitures de luxe un peu partout, des immeubles très, très, très beaux qui n'ont rien à envier avec des villes comme Montréal ou Paris. Et on s'étonne d'où sort cet argent-là comparé à la réalité du terrain. On voit qu'il y a un déphasage total par rapport à cette dynamique. Du centre-ville jusqu'aux lointaines banlieues, dans la dynamique de ça, rien n'est laissé au hasard, tout est occupé, je l'ai dit tantôt, même les espaces. Dakar se transforme, c'est vrai, très rapidement, mais elle se ruralise aussi, parce qu'on voit beaucoup de parties de la ville qui étaient plus ou moins, même le centre-ville, certaines parties, c'était très bien. On voyait que ça correspondait à ce qu'on avait comme norme urbanistique comparable avec ce qu'on avait en Occident, si on compare la ville, si on prend ça comme référence pour la ville, mais qui, ces dernières années, se sont complètement dégradées pour diverses raisons, l'occupation anarchique à Dakar, à centre-ville de Dakar, pour ceux qui connaissent un peu Sandaga, c'est le grand centre économique, c'est devenu de la pagaille totale avec l'anarchie, et maintenant, ils imposent même leurs lois, les vendeurs ambulants qui imposent leurs lois à l'autorité municipale ou à l'autorité centrale, qu'on ne peut pas les déguerpir avec des raisons, toutes les formes de raisons qu'ils mettent en avant. Donc, bien sûr, la ville se modernise, mais elle se ruralise aussi. Il y a un autre élément, c'est le modèle dual qui se met en place, qui était avec la colonisation, bien sûr. Je pense que chez Tribion, on va nous en parler un peu. Mais on a un habitat qui correspond à un habitat moderne, qui est habité par une certaine élite, ou certaines personnes qui ont réussi, un habitat précaire qui se développe parallèlement avec tout ce que ça va avec, manque d'infrastructures, manque d'équipement. Donc je disais tantôt des centres-villes aux banlieues lointaines, tout est occupé, même des zones qui étaient réservées ou des zones qu'on avait conservées comme réserve foncière. La photo d'en haut, c'est le Centre international de commerce, illégalement, qui a été occupé et qui est densifié, qui a une densification totale, on ne comprend pas. Les deux photos en bas, c'est la lointaine banlieue, Nyakuraba, pour ceux qui connaissent le lac Rose, c'est vers là-bas. Même pour l'autre photo que vous voyez de l'autre côté, cette photo, c'était comme ça avant, c'était des champs qu'on a débroussaillés complètement, on a parcellisé, il y a des lots, les gens viennent acheter pour... Donc l'extension se fait d'une manière extraordinaire.
Et l'autre élément qu'il faut signaler dans ce grand bouillonnement de Dakar, c'est que l'immobilier occupe un rôle très important dans l'économie nationale ces dernières années, 15% du PIB, et 50% du secteur secondaire, surtout les constructions nouvelles qui prennent de plus en plus de place. Mais ce boom aussi entraîne un grand problème, c'est quoi? Un problème d'accès. Je vais revenir tantôt. On n'arrive pas à satisfaire la demande. Bien sûr qu'on construit énormément, mais la demande n'est pas satisfaite. Je vous ai dit, il y a 25 000 logements qui manquent annuellement. Il y a un problème de gestion aussi, la multiplication des espaces irréguliers qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et un problème surtout de coût qui crée une discrimination dans l'accès et surtout de sécurisation aussi. On a constaté aussi ces dernières années, l'investissement immobilier est devenu une source de blanchiment à Dakar, entre les 200 à 800 milliards qui sont investis dans ce domaine, dans ce secteur. Seuls 10%, selon la cellule qui suit les transactions financières au Sénégal, la CENTIF, seuls 10% peuvent être tracés. On peut savoir l'origine de l'argent, c'est venu d'où et ça part d'où. Donc il y a énormément de bois qui entoure ça, qu'on ne maîtrise absolument rien et que l'État est devenu même souvent à fond face à ces éléments-là, si il n'est pas complice. L'autre élément, c'est l'occupation des zones illégales dans le domaine maritime. Toutes les lois sénégalaises, c'est bien établi, c'est inspiré de la loi française un peu. Il faut respecter les 100 pas géométriques aussi. Quand on veut construire, ce n'est pas des logements, ce n'est pas des bâtiments en dur, c'est quelque chose qui est démontable comme ça. Mais le plus souvent, et c'est le même lieu. Ça, ce qui est là, c'est à côté de ça. C'est juste de ce côté-là. Normalement, c'est ça qui est permis. On n'a pas le droit de construire ce genre de choses. Mais pourtant, on donne des autorisations. Donc, les gens ont des papiers légaux qui construisent qui font des constructions illégales. Et d'autres qui sont beaucoup plus... C'est un hôtel qui est en train d'être construit ici. Je pense qu'il est ouvert maintenant. C'est en 2010, quand j'étais parti, il était en construction encore. L'autre élément aussi que j'ai constaté en suivant ce phénomène, c'est que le foncier est devenu un objet de litige. Je pense que Rémi l'a dit, effectivement. Moi, j'ai vu, les jeudis, on va au tribunal départemental de Dakar. C'est uniquement les questions foncières qui sont traitées. Il n'y a pas d'autres questions, les litiges fonciers. On a vendu la parcelle à 3 personnes. Chacun a un document qui justifie que moi, la parcelle m'appartient. Ou bien, par rapport à les dispositions légales que l'État a mis en place, on n'a pas le droit de vendre ça. Pourtant, les gens font des transactions dans ce sens-là. De tout c'est combiné à la pauvreté ambiante qu'on ne parvient pas à juguler et un problème de manque de logement a créé que la spéculation foncière s'est retournée aussi sur le loyer, que les gens, tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à simplement louer. Souvent, dans certains quartiers, louer, ça équivaut à louer à Paris ou à Montréal. Ce qu'on te demande, on te demande 3 mois de caution et les courtiers de quartier qui assurent souvent ce rôle-là aussi pour te trouver un logement, ils te demandent le mois de location. Si tu dois payer $100 par exemple, il te demande de donner $100 pour t'aider à trouver un logement et le propriétaire ou bien le bailleur va te demander aussi de donner $300 avant de te donner le logement. Donc tout ça, ça a fait que cette ville est dans une situation de poudrière incalculable. J'ai eu à noter quelques conflits fonciers. Ces photos ont été prises par moi-même parce que j'ai fait 9 mois pendant 2010 où j'ai fait une coopération avec l'ENEA. Donc, j'ai suivi cette question de très près. Les conflits fonciers se sont multipliés dans Dakar. Dans tous les quartiers, on retrouve ces genres de choses. Donc, pour cette photo, c'est un exemple des habitants du quartier Maris qui ne voulaient pas qu'il y ait une partie des abords des lacs qui traversent la zone qui a été donnée à un promoteur qui voulait construire une station d'essence. Donc, les populations se sont révoltées contre ça. Pour la photo d'en bas, c'est le quartier Cyprès vers Sud-Foire, où il y a juste une voie d'accès qu'on a donnée à un propriétaire qui se disait qu'il voulait juste stocker ses voitures pour les vendre.
C'est un importateur de voitures d'occasion d'Europe. Il voulait vendre ses voitures, mais finalement, apparemment, il voulait construire. Donc les populations disaient que non, il ne fallait pas qu'il construise ça. Maintenant, voilà, pour ce qui est de la présentation globale du contexte. L'accès est devenu un problème réellement avec tout ce que je vous ai dit, mais aussi on voit qu'il y a un certain anachronisme et une complexité. Je pense que les intervenants qui sont passés avant moi, on peut faire signaler ça. Le régime sénégalais fait référence et prend sa source aussi, il faut dire, d'un ensemble de faits et de pratiques qui souvent sont hérités de la tradition. Donc le colonisateur a été de normaliser ça. Après l'indépendance, on a essayé de normer ça. Mais c'est resté complexe encore. Et comme la ressource, le sol urbain est une ressource rare, malheureusement, depuis les années 80, on a assisté à un urbanisme d'opportunité. Donc, si les gens ne sont pas souciés pour l'avenir de la ville, pour la gestion de la ville, non. On a donné des terrains n'importe comment, sans contrôle, sans régulariser, sans regarder certaines choses, souvent avec la complicité des autorités elles-mêmes, que ce soit local ou national, avec la complicité aussi des services techniques. Actuellement même, il y a les directeurs du cadastre et les directeurs de l'urbanisme qui sont dans une situation d'être emprisonnés au Sénégal à cause de ces litiges fonciers, parce qu'ils ont beaucoup joué dans ce jeu-là. Dans l'évolution de la politique coloniale, je disais tantôt, il y a le dualisme qui était là. Dans les quartiers européens, on pouvait disposer d'un titre définitif qui te garantissait. Et dans le quartier indigène, on ne donnait que des titres précaires, comme chez Tribuon l'a dit, c'est des permis d'occuper, des permis d'habiter, qui pouvaient être révoqués à tout moment pendant toute l'ère coloniale. C'est ça qui a duré. Malheureusement, quand on est venu à l'indépendance, ce dispositif n'a pas du tout évolué. C'est le même s'ils ont voté la loi sur le domaine national qui a un peu changé en l'adaptant, en africanisant ça, mais la réalité, elle est têtue, elle est restée sur place. Après l'indépendance, donc, l'évolution de la transition foncière qu'on a voulu mettre en place, ça n'a pas changé. Parallèlement, la légitimité coutumière est restée. La légitimité coutumière n'a pas changé. Maintenant, beaucoup d'auteurs parlent de néo-coutumière parce que ce n'est pas exactement comme Rémi l'a dit. Il y a une hybridation de la chose. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé dans la coutume ancestrale. Il y a une évolution de l'évolution de cette question. Mais les acteurs coutumiers jouent un rôle fondamental dans l'accès au foncier à Dakar. J'ai recensé dans ce tableau, depuis les années 70 à peu près, les différents acteurs qui sont intervenus pour la gestion du foncier. Vous avez cité une multitude d'acteurs suivis au niveau international, local. Et souvent, tous ces acteurs, chacun a sa logique, n'est pas conforme avec la logique de l'autre. Et les populations aussi ont leur logique, la facilité souvent d'accès, la lourdeur dans l'accès à certaines procédures. Donc, on va vers ce qui nous arrange en négligeant totalement les autres formes d'accès. Et souvent, il y a un choc qui peut se créer entre acteurs, bien sûr. Donc, principalement, à partir de ce tableau, j'ai eu à voir 4 formes d'accès. Le lotissement. Et ça, les autorités, que ce soit locales ou nationales, font des lotissements, ou les sociétés étatiques ou sociétés privées qui ont pignon, qui sont spécialement constituées que pour l'offre en logement. Donc, pour faire le logement des lotissements, et avec des procédures bien déterminées, on peut accéder au sol humain. C'est dans les années aussi, on a mis en place les coopératives d'habitat où des gens de même corporation peuvent se regrouper pour essayer de trouver un logement. Il y a la filière néo-coutumière, comme je vous l'ai dit, mais la filière informelle aussi, squatting, est toujours restée. Il y a des gens qui vont occuper un terrain à un moment et qui vont, avec le temps, se réclamer d'une certaine légitimité à l'occupation. Donc, le lotissement, que ce soit par des sociétés privées ou des sociétés étatiques, c'est fait, mais la coopérative aussi est un bon moyen pour beaucoup. Je répète encore, ce n'est pas une sécurisation, c'est l'accès simplement, parce que tous ces gens qui ont accès dans ces conditions n'ont pas
encore, parce que c'est une autre procédure, on peut avoir accédé simplement et les gens vont mettre en avant. Par exemple, moi, les enquêtes que j'ai eu à faire, en demandant aux gens, avez-vous un titre pour l'occupation de votre... Oui, on a un titre. Lequel des titres vous avez? Souvent, certains refusent de répondre, mais la majorité qu'on a recensée, ils répondent qu'on a un titre, mais c'est les titres précaires. Pour eux, c'est de la légitimité totale. On peut pas, non, ils n'ont pas besoin d'avoir le titre foncier. Ce titre nous suffit parce qu'on a acheté notre maison, j'ai payé mon hypothèque, ou bien je suis entré dans une coopérative pour l'avoir, ou par l'intermédiaire d'une société privée. Le papier qu'on m'a donné, ça me justifie largement d'avoir la sécurité foncière. Or, du point de vue de l'État, ce n'est pas la sécurité. Et c'est ça qui fait qu'il y a énormément de limites à ça, à ce que l'État avance comme argument que la sécurité foncière, c'est uniquement par des titres fonciers, pas ces papiers intermédiaires. Et pour la population, malheureusement, ça leur suffit énormément comme moyen de sécurisation. J'ai eu à noter aussi les limites à cette sécurisation foncière que l'État met en avant, les lourdeurs et les lenteurs, les coûts, les procédures qui sont mis en avant pour accéder au titre foncier. Donc ça décourage beaucoup de gens, ça n'encourage pas beaucoup de gens d'emprunter parce qu'ils ne connaissent pas aussi. Et ça dissuade beaucoup de gens aussi parce que simplement ils trouvent que ce n'est pas utile, ils ont déjà un titre qui les suffit. Il y a une opacité de l'organisation parce que les services chargés de gérer ne jouent pas le franc jeu, ils sont les premiers à jouer le mauvais jeu dans ça, avec toute la corruption qui les entoure, qui entoure ça. Il y a l'inefficacité de l'État aussi et des services concernés d'anticiper l'évolution de la ville. C'est le regret, c'est malheureusement même le directeur de l'urbanisme, quand j'ai eu à discuter avec lui, c'est ça que j'ai dit, il ne planifie jamais comment Dakar va évoluer. Ou bien l'initiative est laissée complètement aux sociétés privées qui font ce qu'ils veulent. Les extensions que vous avez vues, souvent c'est à la fin qu'on viendra pour pouvoir organiser tout ça, et souvent c'est tout un problème. Les titres qui sont donnés dans des lotissements, je l'ai dit tantôt, quand on est dans un lotissement où les titres sont précaires, normalement pour avoir la sécurité, il faut entreprendre d'autres procédures. Pour les gens, souvent, ce n'est pas utile d'entreprendre. Le titre que j'ai déjà, ça me suffit largement. Il y a beaucoup de gens qui passent par les filières néo-coutumières, donc du gré à gré. On a le document qui nous dit un acte de vente qui nous suffit, que je suis le propriétaire, mais souvent, les litiges, c'est là que ça commence. Il y a un élément important aussi, les titres que je disais tantôt, qui sont donnés dans les lotissements. Un cas c'est les parcelles assignées, qui a été mis en place grâce à un concours de la Banque mondiale en 1979. C'est un grand quartier de Dakar, mais l'essentiel des habitants des parcelles assignées, personne ne dispose d'un titre pérenne vis-à-vis de l'État. Et pourtant, les transactions multiples se sont faites. Ça veut dire que les propriétaires ont changé une fois. On ne sait pas qui taxer, qui va payer les taxes foncières, qui va entreprendre la légalisation vis-à-vis de l'État de la parcelle. C'est un imbroglio que l'État voit, ne fait pas quelque chose dans ce sens-là. Il y a 2 ans, non, 1 an, ils ont vu que peut-être c'est un problème. Donc, en 2011, ils ont voté une loi pour changer la loi de 32. Figurez-vous, je pense que Kombi va nous en parler de ça. C'est les lois coloniales encore qui prévalaient. Jusqu'en 2011, on a vu, il y a une loi, surtout sur l'immatriculation qui était fondamentale, un processus qu'il faut passer pour sécuriser. Donc, on a dit, bon, on va réformer cette loi pour faciliter l'accès. Faciliter l'accès, faciliter la sécurisation foncière. Cette loi-là a été votée en mars, le 30 mars 2011, et récemment, ce mois-ci, que le décret d'application est sorti. Donc, ils ont dit, l'élément qu'ils ont mis en avant, on va permettre à tout le monde d'accéder, à partir des titres précaires, d'accéder aux titres fonciers. Mais je gage que personne n'ira. Parce que ce n'est pas la vérité qu'ils ont dit aux gens. C'est à peu près 7000 titres dans tout Dakar qui sont concernés par le processus. Ce n'est pas toute personne qui dispose d'un titre précaire qui peut accéder à un titre foncier. Pourtant, le discours qui est sorti, le discours politique qui a été communiqué, c'est qu'on va transformer tous les titres et toute personne qui a n'importe quel titre pourra bénéficier d'un titre foncier. Mais au total, c'est 7987 et des quartiers limités. Et ça a commencé depuis la période coloniale, quand on a fait certaines extensions à Dakar. Et ça continue au mois de l'indépendance.
ils n'ont pas tenu compte de certaines dispositions et qui a fait que certaines propriétés se sont trouvées devant un vide juridique total, sans titre. En 1976, il y a certains terrains qui étaient sur le plateau, qui ont été reversés dans le domaine national, donc dans le domaine de l'État. Mais ces titres, les papiers qui pouvaient justifier la propriété ont été révoqués à partir de la loi de 1976. On n'a pas donné d'autres titres à ces gens-là. Et pourtant, les habitants continuent d'occuper ces terrains illégalement, mais avec le temps, ils sont devenus des propriétaires de fait. Parce que le changement sociologique n'est pas conforme au changement juridique. Donc les propriétaires ont continué d'occuper ces terrains. Malheureusement, même si le vide juridique est là, on n'a pas rempli. C'est cette réforme qu'ils ont voulu mettre en place, c'est dans ce sens-là, c'est pour régulariser une partie de ces terrains-là. Il y a un autre élément qui a un vide juridique aussi, c'est l'ensemble des terrains qui ne sont pas situés sur le plateau, mais quand on mettait la loi en place, la loi sur le domaine national, on a donné un certain délai à ces populations pour se régulariser. C'était 2 ans. Donc, ces populations qui n'ont pas fait la régularisation de leur terrain, de facto, ils ont perdu la légitimité sur ce terrain, selon la loi. Mais malheureusement, c'est resté comme ça. Ces propriétaires continuent d'occuper ces terrains malgré que vis-à-vis de l'autorité, c'est illégal. Donc, ce sont ces terrains qu'on a voulu légaliser en quelque sorte, mais pas la totalité des autres occupations de Dakar. Pour vous dire aussi que les gens ne vont pas aller, par exemple, on a dans les villages traditionnels, Lébou, soit Wakam, Yoff, Ngor, on a voulu dire que voilà, c'est des terrains qui seraient régis par le domaine national. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'au titre foncier, dire que voilà, ce terrain vous appartient, on va vous permettre, mais il faut d'abord passer par une procédure, donc d'abord par la restructuration du quartier, l'adressage du quartier, et on va aller vers... Mais là, dès que ça a commencé par le quartier Wakam, mais la population a boudé dès le départ. À ce jour, la loi, elle existe, mais elle n'est jamais appliquée. Et ça, c'est un problème principal. Je suis certain que aussi cette loi qu'ils ont votée en 2011 ne va pas donner de résultat, parce que la logique n'est pas conforme avec la logique sociologique des terrains. Un autre élément de litige aussi, d'ambiguïté dans tout ça, c'est les terres agricoles. Pour les populations rurales de Dakar, ils tiennent beaucoup à ça, à leur terrain, parce que c'est leur moyen de subsistance. Mais la dynamique d'urbanisation a vite rattrapé. Et quelle est la disposition qui est prévue? Il n'y a aucune disposition qui est prévue. Il y a une loi qui a voulu qu'on a votée en 2004, la loi agro-silvopastorale, qui préservait un peu les terrains agricoles. Malheureusement, cette loi n'a jamais été promulguée. Elle est là, elle n'a pas été promulguée, donc elle ne peut pas être appliquée pour pouvoir garantir à ces gens-là une sécurisation foncière. Pourtant, les populations, c'est ça qu'elles demandent. Et je pense que pour ceux qui suivaient l'actualité sénégalaise depuis 2 ans, on a vu tous les conflits fonciers qui ont eu jusqu'à mort d'hommes dans cette partie rurale de la région de Dakar. Maintenant, voilà, compte tenu de ces vides juridiques et de ces problèmes que malheureusement on n'a pas fait face, il y a un élément fondamental qui était, il faut sécuriser. Il faut mettre le cadastre en place, c'est la Banque mondiale, c'est l'Union européenne, c'est la Banque africaine de développement. Donc on présente ça comme une panacée, comme une solution inimaginable, c'est la meilleure des solutions qui nous sortira de l'aubaine. Il faut que tout le monde va dans ça. Ils ont même prévu que si on partait dans le cadastre, le Sénégal pouvait récolter 150 milliards, donc le budget du Sénégal pouvait multiplier par je ne sais pas combien, et que les gens auront la possibilité maintenant de passer en banque, d'emprunter et de pouvoir faire des transactions autres. Mais il y a un problème, parce que ceux qui défendent cette thèse-là, souvent ils oublient énormément de choses. Là, une première tentative qu'on a essayé de mettre en place le cadastre en 1980. Je pense que M. Tribion pourra nous en parler, mais qui a échoué souvent, soit sous 2 éléments que l'État même a diagnostiqué. C'était quoi? C'est que les travailleurs du cadastre qui maîtrisaient l'information foncière, Claire l'a dit, c'est très important, parce que ceux qui maîtrisent l'information foncière vont garantir tout le circuit. Ils ne veulent pas se départir. Ils savent que plus de transparence dans la transaction, c'est un problème.
plus de transparence dans l'accès, c'est un problème. Donc, ils n'ont pas voulu adhérer à ce système de cadastre en 1980. Et le problème, il est là encore. L'autre côté, c'est la mauvaise volonté de l'État ne voulait pas. On a vu l'État, je l'ai raconté tantôt, qu'ils ont fait un urbanisme d'opportunité, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Malheureusement, c'est parce qu'ils voulaient, pour des raisons politiques, pour des raisons d'opportunité uniquement, de gagner de l'argent plus facilement, les autorités étatiques ont aussi joué sur ces jeux-là. Et ceci a fait que le premier cadastre n'a pas pu donner de réponse. Ce cadastre qu'on est en train de mettre en place, on pense que numériser d'abord tout, le territoire, en particulier la ville de Dakar, et à vie fiscale d'abord pour améliorer les ressources financières des collectivités locales. Mais on oublie totalement la question de la sécurisation. Ce n'est pas le cadastre qui préoccupe les gens. C'est pas les populations, ce n'est pas l'élément fondamental d'aller vers un titre foncier qui préoccupe les gens. C'est un élément qui peut être parmi tant d'autres comme sécurité, mais ce n'est pas l'élément fondamental qui préoccupe pour aller vers là. Et à côté du cadastre, c'est le projet d'appui à la modernisation du cadastre, PAMOCA. À côté de ça, il y a un autre élément qu'on a mis en place, numéro d'identification du cadastre. C'est ça. Les parcelles étaient identifiées au Sénégal de différentes manières, en particulier à Dakar, souvent par le nom, par le numéro dans le lotissement, par les titres fonciers pour ceux qui en ont, par le nom uniquement de l'acquéreur de la parcelle. Donc on a voulu uniformiser tout ça en donnant un numéro unique qui s'appelle NICAD, qui devait commencer cette année. Malheureusement, à ce jour, on n'a pas encore débuté ça. Donc on pense en mettant ces éléments-là, on pourra arriver à faciliter la sécurisation et à faire contribuer la majorité de la population dakaroise dans la gestion de la ville, sur le plan des ressources financières. Dans cette dynamique aussi, malheureusement, les collectivités locales sont marginalisées. Les collectivités locales sont marginalisées. Dans le code des collectivités locales, il y a des dispositions qui sont prévues, mais leur rôle s'arrête à la délivrance des permis d'occuper, de permis de construire, permis d'abattage. Mais la réalité de la chose, c'est centralisé encore. Et cette centralisation, ça n'arrange pas beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de faire le processus jusqu'à la fin. Et les collectivités locales ne peuvent pas jouer leur rôle indépendant normalement, ou bien jouent leur rôle mal. On l'a vu avec les inondations. Le plus souvent, c'est les autorités locales qui ont donné des parcelles à des gens dans des endroits où ils ne devaient pas l'avoir. Donc, au-delà de la maîtrise de l'information foncière, il y a cette défiance aussi, la définition des objectifs qu'on donne. Est-ce que c'est les mêmes objectifs que l'État par rapport aux populations, par rapport aux autres acteurs qui interviennent dans la gestion du foncier ou la gestion de la ville simplement? Et la question fondamentale aussi, c'est la question de la sécurisation au-delà simplement de l'accès. Quelle sécurisation on voudra mettre en place? C'est l'ensemble de ces éléments, malheureusement, qui a été l'échec. Je pense qu'on n'a pas trop tiré de leçons sur l'échec du premier cadastre et qui continue, et qu'on veut mettre en place ce second, en partant comme référence le titre foncier, l'immatriculation, c'est ça. Bon, je vais terminer par ça. L'objectif de zéro litige ne pourra être atteint que par le respect, malheureusement spéculeux, ou heureusement, des principes de la bonne gouvernance. Rémi l'a dit, c'est fondamental. Mais il faut impliquer aussi. On ne peut pas simplement remettre la règle comme si tout doit être... les géomètres ont seul la leçon, la solution de la chose. C'est-à-dire, la question foncière doit se réduire à la question technique. Malheureusement, c'est tel élément qu'on met en avant. Et tous les discours, que ce soit des autorités ou des techniciens, je pense que l'élément technique pourra donner la réponse totale. On l'a vu avec le colonisateur qui a changé les lois. Depuis 1900 jusqu'en 1932, énormément de lois foncières. Jusqu'à 1952 même, énormément de lois foncières ont été mises en place par le colonisateur pour essayer d'amener les populations à adopter l'immatriculation. Mais les populations ne sont pas parties, n'ont pas adhéré du tout et continuent à voir que notre légitimité vaut mieux que d'aller, parce que être reconnu par son voisin, par sa collectivité, que cette parcelle m'appartient, que d'avoir même plus important peut-être qu'un papier uniquement.
Donc la légitimité, au-delà de la règle, il faut aussi mettre en place la légitimité, mettre en avant la légitimité, ce qui ne semble pas être mis dans toutes les procédures qui sont mises en place actuellement. Et malheureusement aussi, il y a un autre élément, pour assurer la sécurisation de l'occupation immobilière et foncière, les autres dispositions, les acteurs qui devaient intervenir dans ça, souvent sont marginalisés et souvent c'est uniquement la direction des impôts et domaines qui pilote la chose dans un vase clos, en ignorant totalement. Demain, ils vont sortir quelque chose, peut-être conseillé par les conseils de la Banque mondiale, et qui vont pondre quelque chose et qui sera appliqué, qui ne sera pas du tout accepté. Je vous remercie de votre attention.